Et ça vient avec le discours « on va tous mourir », tu sais, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on martèle à tout le monde « on va tous mourir », puis on avance la date à toutes les années. Tu sais, c'est sûr que c'est paniquant puis c'est sclérosant. Tu sais, devant un monstre, il y en a qui vont foncer dessus, puis il y en a qui vont partir dans l'autre direction où ils vont se mettre à petite boule puis ils vont se bercer. Il y a personne qui se lève le matin en disant « aujourd'hui, je vais faire Je vais quelque chose détruire, de mauvais pour l'environnement ». je vais détruire ma communauté. C'est ça mon but aujourd'hui. Moi, j'ai vendu là, beaucoup de produits absolument inutiles en marketing. Si je continuais, j'allais tomber en profonde dépression. Je le sentais comme ça. OK, c'était physique. Là. C'était vraiment rendu physique. Je ne pouvais plus me regarder dans la glace. J'arrivais plus à vivre avec qui j'étais. C'est après coup que j'ai réalisé à quel point on se définit par un statut, par un salaire, un mode de vie. C'est notre rôle dans le show. Hiérarchie. C'est fou. Ouais. Oui, Masscritique, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des communications et du marketing au Québec. Les influenceurs qui nous suivent, là. Ouais. On donne une job. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par GoRecycle, un organisme qui s'assure de bien recycler vos appareils réfrigérants domestiques au Québec. GoRecycle propose plus de 500 points de collecte, dont 300 points de dépôt. Pour découvrir celui qui est le plus près de chez vous, consultez le site Internet de GoRecycle. On remercie notre commanditaire de faire rayonner Ça va mieux qu'on pense et on vous souhaite une belle écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Valérie Védrine, qui est une grande marketeuse et qui est aussi présidente et fondatrice de Masscritique. Bienvenue avec nous, Valérie. Bienvenue. Bonjour, tellement heureuse d'être là. Ben, on est vraiment content de t'avoir parce que ton expérience en publicité, puis dans le monde de la consommation, de la très grande consommation, était, ma foi, très intéressante. Puis le parcours que tu as eu pour changer aussi, pour effectuer ton changement, on était curieux d'en apprendre davantage là-dessus. Heureuse de pouvoir discuter de tout ça. Mais tout d'abord, parle-nous donc un petit peu de toi. Dis-nous, là. Comment... On le sait, c'est marqué ici, là, mais on va voir ce qu'elle va dire puis on va sortir le reste. Ben, en fait, tu as commencé ta carrière en publicité marketing. Oui, moi, je suis pur produit du marketing, en fait. Carrière assez classique. J'ai commencé dans l'alimentation, puis je suis allée en cosmétique, puis commerce de détail dans la mode. Okay. Tout ça pendant les 20 dernières années à peu près. La mode, presque 15 ans. Donc, c'est quand même la majorité du temps où je l'ai fait. Et puis, j'ai quitté il y a maintenant 2 ans et demi. Ah, ça fait juste 2 ans et demi? Mm-hmm. Ah, je pensais que c'était plus long que ça. Parce que, est-ce que tu as parti Masscritique avant? Non, en fait, ce qui s'est passé, on pourrait passer beaucoup de temps à raconter, mais en fait, il se trouve que la semaine où j'ai quitté mon emploi, où j'ai vraiment pris la décision, OK, c'est plus possible pour moi, il faut que je fasse quelque chose et que je change quelque chose. J'ai quitté mon emploi et cette même semaine-là, j'ai reçu le prix de personnalité marketing de l'année. Oui. Pour, en fait, les campagnes que j'avais fait en diversité, en inclusion, en environnement, avec lesquelles j'étais quand même relativement critique, qui était aussi une des raisons pour lesquelles je quittais. Et parce que Masscritique n'a jamais vraiment été un plan. Et en fait, quand j'ai reçu ce prix-là, on m'a demandé, on était encore en fin de pandémie, alors on m'a demandé de faire une vidéo pour comme remercier, parler de mon expérience. Et moi, j'étais vraiment dans un questionnement. J'étais très critique face à mes 20 dernières années. En fait, je voulais vraiment tourner la page. Et au lieu de passer finalement ce vidéo-là, ce 10 minutes à parler de ce que j'ai fait, à quel point c'est merveilleux et extraordinaire, en fait, j'ai dit, écoutez, moi, je trouve que j'ai vraiment un malaise avec notre métier comme marketeur. Puis je pense qu'on peut devenir une force du bien plutôt que vraiment être du mauvais côté de la société, finalement. Est-ce que je suis toute seule à ressentir ça? C'est comme un appel. Vraiment, ça a été vraiment candide. Puis quand j'y pense, avec le recul, j'ai fait ce vidéo-là, ça a été one take devant mon ordi. Je me suis pas posé de questions, comment j'étais habillée, peignée, etc. J'ai pas posé de questions. J'ai pas tellement réfléchi sur le message que j'allais dire. Mais c'était vraiment un appel en disant, écoutez, si vous êtes d'accord, contactez-moi. Puis en fait, j'ai eu des dizaines de marketeurs de mon réseau qui m'ont contacté. Ça résonnait, là. Ça résonnait chez beaucoup de gens. Puis, en fait, de cet appel-là, je me suis dit, bon, mais là, j'avais plus de job. Là. Je me disais, OK, je vais trouver... OK, mais toi, tu avais décidé que c'était fini, là. Tu partais. Oui. T'avais plus de job. Complètement. C'était vraiment... C'est la semaine... Oui, c'était complètement la semaine où j'ai quitté.
Et parce qu'à l'origine, c'était pour me chercher autre chose, une autre industrie, voilà. Comme. OK. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, j'ai du temps, je suis habituée à régler des problèmes. C'est ça que ça fait 20 ans que je fais ça depuis 20 ans. Alors, bon, je vais mettre tous ces gens-là sur un appel, on va se faire un petit miro, puis on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Puis en fait, c'est comme ça qu'est né Masse Critique. C'est tellement intuitif. Mais c'est vraiment absolument pas réfléchi. C'est vraiment... non, mais c'est vrai, ça C'est c'est tellement vraiment pas fait. marketing, dans le Non! Mais Exact. c'était quoi qui t'habitait? Tu sais, parce que moi, ça m'intéresse. Tu sais, il y a des gens qui restent dans ce carré-là, puis ils sont malheureux tout le reste de leur vie. Mais Ouais. c'est quoi qui t'habitait? C'est quoi qui a été ton moteur? Parce que ça prend quand même beaucoup de courage Ouais. de dire c'est 20 ans. Puis on le sait, notre job nous définit très souvent. Là. Oui, Alors, c'est de dire je fais abstraction de cette part de mon identité, oui. puis je m'en vais vers quelque chose d'autre que je sais pas c'est quoi. Ouais. C'était quoi ton moteur? En fait, j'avais vraiment physiquement et mentalement plus le choix. T'étais à bout, comme on dit. Oui, mais c'est au-delà de dire j'en ai assez, je veux changer, donc juste de râler en prenant un verre de vin. Là. C'est que j'étais dans une situation, si je continuais, j'allais tomber en profonde dépression. Ouais. Je le sentais Voilà. comme ça. OK, c'était physique. Là. C'était vraiment rendu physique. Je ne pouvais plus me regarder dans la glace. J'arrivais plus à vivre avec qui j'étais. Et donc, j'ai pris cette décision-là. Mais c'est intéressant ta question parce que c'est après coup que j'ai réalisé à quel point on se définit par un statut, Ouais. Ben par oui. un salaire, Hey, totalement. par un mode de vie. C'est par notre rôle dans le une show, hein? hiérarchie. C'est fou. Ouais. Et donc, c'est après que j'ai réalisé par toutes sortes de petites expériences que là, OK, oh là, je sors de ma zone de confort, etc. Mais j'ai beaucoup grandi, mais en fait, l'instinct a été, OK, là, je peux plus, il faut que j'enlève le pansement, il fait trop mal. Puis en fait, les conséquences, je les ai vécues un petit peu après, finalement. Mais les conséquences, c'était quoi? Ben, les conséquences, c'est ça, c'est de réaliser que on est beaucoup défini par notre statut. Alors, je sais qu'on le dit, mais c'est anodin. Il y a plein de petites choses. Comme par exemple, en faisant ce mouvement-là, j'ai décidé aussi, je me suis dit, OK, je vais faire un DESS en environnement. Donc, je suis retournée à Ouais. l'école. OK. Et puis là, je me suis retrouvée. Donc, alors oui, c'est quand même des cours de soir, donc il y a quand même des professionnels, mais j'étais quand même clairement la plus vieille, ou presque. Et là, j'étais face à des profs. Puis moi, qui, depuis 20 ans, collais des shots. Moi, Oui. j'étais habituée Oui. à prendre des décisions, gérer des équipes, aller, OK, oui, ça, non, etc. Là, j'étais dans une salle de classe où je savais rien. J'étais clairement dans une position beaucoup plus vulnérable. Ouais. Avec, clairement 20 ans, 25 ans de plus que la moyenne d'âge du reste. Et puis, à me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Mais ce moment d'inconfort puis de vulnérabilité m'a tellement fait grandir, en fait. Ah! Tellement fait grandir. Puis aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir pris ce recul-là. Alors ça, c'est anecdotique, mais c'est plein de petites choses Mais comme ça. as-tu des exemples concrets sur qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que cette vulnérabilité-là t'a permis d'acquérir ensuite? Bien, acquérir la réalité que, bon, des petites choses, mais on dit toujours qu'on sait juste ce qu'on sait. Puis je me suis rendu compte à quel point, à un moment donné aussi, on devient très arrogant d'une certaine façon parce qu'on a l'impression qu'on sait beaucoup de Tellement. choses. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que quand on ne sait pas grand-chose, on pense qu'on sait beaucoup. C'est vraiment ça. Donc, revenir à cette Et donc, vulnérabilité. Là. Complètement. Revenir aussi dans un processus d'apprentissage. Parce qu'il arrive un moment dans notre vie aussi où on oublie, en fait, qu'on doit grandir et continuer à évoluer, ouais. puis continuer à apprendre. Puis moi, j'ai fait plein de petites choses depuis, comme par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai 49 ans, puis à 49 ans, je savais toujours pas faire du vélo. Alors, cet été, j'ai pris des cours de vélo. Maintenant, je sais faire du vélo. Mais il y a toutes sortes de choses comme Attends, ça. t'as pris des cours de vélo? Oui. Comment on fait des cours de vélo? Oui, il y a On commence avec les il y a petits une trous? Comment ça association, marche? non, il y a Non. une association qui donne des cours pour les adultes. C'est bien hot. C'est vraiment chouette parce que ça fait partie de... fait, encore une fois, ça aussi, c'est anecdotique, mais il y a plein de petites choses pour moi qui se sont ouvertes, des Ouais. nouvelles possibilités de dire, c'est pas grave d'avoir l'air ridicule, c'est pas grave de pas savoir. Voilà. Mais et Embrasser tout ça. pourtant, on a fait des petites recherches sur toi, puis on a su que tu as été DJ dans des raves. Fait que clairement, cette petite flamme de femme qui a envie de, Ouais. tu sais, de vivre pleinement, tu Ouais. l'avais déjà profondément.
Oui, ben c'est sûr. Mais moi, je suis une grande curieuse, là, une boulimique de la vie. Il y a plein de choses que j'aime. La musique, c'est une grande partie de ma vie. Fait que je suis une musicienne de formation. Je suis arrivée à Montréal. Classique, information Classique, oui. Ouais, classique à DJ de rave, on peut-tu dire non, qu'il y moi, a je comme pense un que gap? le lien, c'est l'amour de la musique, quoi. Ouais. C'est vraiment l'amour de la musique. Ouais. Fait que classique, mais je suis ouverte à plein de styles. J'ai joué de la bass dans des groupes punk en France. Fait que j'aime vraiment ça. Je suis arrivée à Montréal, moi, je suis arrivée ici, c'était vraiment la période des raves, des after hours, etc. Ouais. Fait que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des amis qui m'ont fait découvrir ça. Puis là, j'ai adoré ça. Puis on était peu de femmes à l'époque, à ce moment-là, dans cette industrie-là. Fait que les gens m'ont reconnue vite. Alors, j'ai eu... Est-ce que tu avais un nom de DJ? Mais oui, je m'appelais Pink Feria. Pink Feria. Pink Y Feria. avait-tu un lien? C'était quoi l'histoire? Feria, c'est parce que je viens de la ville de Nîmes, en France, OK. qui est dans le sud de la France. Puis on fait des ferias, donc flamenco, toute la culture... Pink Feria. euh, Si on google hispanique. ça, on a-tu des... Il doit rester une coupe de photos. là. Fait que là, bref, tu quittes ton emploi, tu rassembles plein de gens dans le monde du marketing qui ont ce même questionnement-là et tu fondes Masse Critique. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Masse Critique? Oui, Masse Critique, c'est un organisme à but non lucratif qui vraiment a pour mission de provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des communications et du marketing au Québec. Fait que concrètement, c'est des formations, c'est... Donc, concrètement, en fait, on a comme, je dirais, 3 niveaux, un petit peu d'impact. On a un premier niveau qui est vraiment de la sensibilisation. Quand on a commencé, on se disait, bon, mais est-ce que tous les marketeurs réalisent qu'eux? Là? OK. Et puis, quand on parle de marketeurs, nous, on parle de l'écosystème. Donc, autant les agences que les gens de marketing en entreprise, les médias, les agences médias, Ouais. les agences de production. Vraiment, nous tous, parce qu'on a été convaincus, je pense qu'on est convaincus encore, mais que il ne peut pas y avoir de transformation s'il n'y a qu'un élément de l'écosystème clair. qui se transforme. Donc, voilà, tout ça. Donc, on a vraiment un premier niveau qui est de la sensibilisation. On fait ça à travers notre podcast, des webinaires, des meet-up, donc vraiment ça. OK. Un deuxième niveau qui est vraiment de la formation, conférence, atelier, sur le marketing durable, l'éco-blanchiment, le numérique responsable, donc tous les sujets qui peuvent nous toucher. Et un troisième niveau qui est la communauté de pratique. Donc, OK. on est à peu près, donc si vous voulez, sur à peu près 300 membres qui s'intéressent là, à Masse Critique. On a une communauté de pratique de 400 personnes, vraiment, je dirais les corps, là, les plus actifs, sur une plateforme qui Attends, t'as dit partage... sur 300 membres, t'as 400? Sur 3000. 3000. 3000, J'ai dit OK. 300, Oui, t'as dit pardon. 300, Ah, c'est désolé, ça? pardon. C'est vrai que j'avais coulé mes maths, Non, mais non, j'étais désolé. comme... OK, fait que 3000 membres quand même. OK. Quand même, c'est énorme. C'est Oui. sur notre rayonnement global. Et puis, au cœur de ça, on a 400 membres très actifs sur une plateforme web sur laquelle on partage, on communique, on échange. Je fais une campagne, je suis pas sûre que c'est du greenwashing, je la poste. Oui. Ah, J'ai peut-être oui, mes vous compétiteurs. Oui. Donc, et on construit un peu parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une... le marketing durable, c'est encore très peu défini. C'est encore en découverte. Ouais. Les meilleures pratiques, on ne les connaît pas toutes encore. Donc, moi, je trouve que le cœur de ça, c'est l'entraide entre nous. 100%. Mais comment on devient membre? Comment ça Très fonctionne? facile. On va sur le site web, on clique. OK, c'est simple. 99 $ par an. Oh! Non, mais c'est important parce non, mais que c'est vraiment pas cher. OK. L'idée, c'est de devenir une masse critique. Hein. Exact. C'est ça. Donc, c'est d'avoir le plus de gens possible. Oui. Donc, on veut pas... Est-ce que vous faites des événements, Masse Critique? Tu sais, mettons, nous autres, là, on devient membre. OK? Bon. Faudrait, là. On fait partie en des fait, marketeurs en environnement. On devrait. On OK, devrait. bon, parfait. Tantôt, je m'inscris. On s'inscrit. Là, faites-vous des 5 à 7. Faites-vous Ouais, des on événements. fait On cherche les événements. Nous autres, c'est ça qu'on aime. Nous autres, c'est le monde qu'on Vous avez aime. raison, c'est ça qui est le fun. Si tu me dis non, ben malheureusement. Oui, on fait des meet-ups, on n'en fait pas autant qu'on voudrait, mais oui, on fait quelques événements. Et puis, on a des événements un peu plus formels, comme là, on fait le sommet. On fait ça avec InfoPresse, ça va être la 2e année cette année, le sommet du marketing et communication à impact social. Donc, c'est une journée complète avec des conférences, des intervenants, etc. Ouais. Donc, beaucoup d'activités. Puis, dis-moi, dans toutes les rencontres que tu as eues, puis dans les discussions que vous avez eues, y a-tu des points tournants ou des informations que tu as reçues, tu as fait comme « Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça comme ça », tu sais, comme des aha moments que tu aurais eu pendant tes rencontres? Je n'ai eu que ça. Ah oui! Il y en a-tu quelques-uns que tu veux Je nous n'ai eu que raconter? ça. J'en ai eu plein.
La première des choses, c'est au fur et à mesure que je me suis éduquée Ouais. sur les termes, les raisons, ben, j'ai réalisé que j'ai déjà fait du greenwashing. OK. Ah oui. Fait que ça, c'est quand même... C'est un gros Faut AA. l'accepter, ouais, c'est C'est ça. un gros aha moment. Mais du coup, ça m'a donné une belle perspective parce que quand je l'ai fait, je réalisais pas que je le faisais. Deux, Ouais. j'étais déjà quand même consciente. Je faisais attention à ce que je mangeais, comment je vivais, etc. Donc, tout partait d'une bonne intention. Puis dans le fond, ça m'a donné un certain recul en me disant, est-ce que les gens aujourd'hui qui font du greenwashing, est-ce que la majorité ils le font par mauvaise intention ou ils le font par manque de connaissances, mauvaise compréhension des termes, de la réalité? Ouais. On a dit tout à l'heure, tu sais juste ce que tu sais. Ouais. L'arrogance un peu aussi de notre monde des communications, right? Donc, ça m'a vraiment donné un insight important pour me dire, OK, il faut former, il faut éduquer, il faut que les gens comprennent. Quand tu mets sur un emballage que ton produit est carboneutre, ça veut dire quoi? Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je crois que les gens sont majoritairement bien intentionnés, Oui, souvent mal informés, là, on s'entend. 100%. Puis là, on le sait, là, il y a une loi sur le greenwashing là, Ouais. qui vient de... Tu sais, Ouais. on le sait, là, il y a des pages complètes de sites web qui sont disparues au combat dans les dernières semaines, mais Ouais. vous faites vraiment œuvre utile dans cette communauté-là en transférant les informations dans la communauté parce que c'est normal qu'on se questionne. Avant, on se questionnait pas. Ouais. Tu sais, on mettait des logos farfelus que personne connaît, Ouais, on mettait ouais. des mots-clés que personne Ouais. qui veulent rien dire. Tu sais, je disais souvent à la blague, bientôt sur les bouteilles d'eau, ça va être marqué sans gluten, tu sais, dans le sens que c'était un peu ça. Non, mais c'était quasiment Ouais. ça, Oui, là, oui, j'exagère. Non, là, mais c'est- t'exagères Moi, pas tant que ça. Non, J'ai Ouais. acheté un shampoing qui était sans gluten là, il y a Oui, ben, quelques c'est semaines. important donc. parce qu'on le sait que les gens allergiques au gluten, quand ils se lavent les cheveux, ça donne des ballonnements. Mais c'est connu. Non, C'est non, connu. mais tout à fait. Donc, oui, absolument. Oui, mais en fait, c'est ce que j'aime, c'est cette masse critique qui est une communauté d'entraide. Puis je pense que, ben, tu sais, autant dans le marketing qu'en environnement, on a tendance à travailler beaucoup en silo. Là. Tu sais, on dit tout le temps, faut arrêter de travailler en silo. On fait tout ça. Là. Oui. Travaillez pas en silo, mais moi, je vais rester en silo. Là. Il y a beaucoup de ça. Puis j'aime beaucoup cette approche-là de partage parce que je pense que c'est ça qui est la clé. Si on arrive à bien communiquer les choses et à faire partager ces informations-là, on est gagnant comme société, je pense. Mais là, avec les nouvelles façons de faire du marketing, comment on rejoint les gens maintenant? Il me semble que c'est difficile de rejoindre les gens. C'est-tu moi qui ai cette Tu veux dire perception-là? le consommateur? Oui, ben tu sais, on dit, Ultimement? ben il faut pas qu'il y ait trop de publicité électronique. Faut pas qu'il y ait ici, faut pas qu'il y ait ça. Ben là, comment on fait pour rejoindre les gens avoir une conscience en ayant une conscience environnementale sur nos actions de marketing? On dirait que c'est plus difficile. Ben, en fait, je vous invite à écouter un épisode de mon podcast où j'ai eu la chance d'avoir Timothée Paric, qui était sur un de nos invités, qui est un des penseurs de la décroissance. Puis c'est une des questions que j'ai posées. Puis OK. en fait, Je n'ai juste écouté 3, hein. Donne-moi le temps, là. c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un chercheur très brillant. Et puis, il me dit, il disait, puis j'aime garder cette idée-là, il y a deux choses. D'abord, il faut que le marketing devienne plus de la communication. Ouais. Deux, la réalité, c'est que le marketing, ça c'est ma conviction profonde, le marketing dans les 10 prochaines années sera responsable ou ne sera pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. C'est un, sur le quoi et sur le comment. Sur le quoi, dans les messages, il faut maintenant, parce qu'on a des lois, réfléchir à quand on parle d'allégations environnementales, comment on le fait, qu'est-ce qu'on dit. Mais c'est aussi l'impact de la société. On parle de diversité et d'inclusion. Ouais. C'est excessivement important. Puis nous, à chaque fois qu'on fait des formations, dans chacune des cohortes, les questions, c'est « Oui, mais comment je fais, moi? Est-ce que j'en ai marre de ticker des boîtes en disant « Il faut que j'ai telle communauté, etc. » Tout ça, donc, on a ces conversations-là. Il y a les questions sur comment est-ce que, en fait, moi, j'ai vendu là, beaucoup de produits absolument inutiles en marketing. Tu le sais, hein? Tu le sais. Un énième t-shirt, etc. Ouais, Il faut revenir aussi à créer des produits qui sont profondément utiles, Ouais. qui amènent quelque chose vraiment. Mais tu vois, j'aime ça que tu parles de diversité et inclusion parce que là, la saison de télé a recommencé. Là, donc, on voit les pubs. Là, j'avais décroché pendant l'été. Puis je me dis, c'est-tu moi où on fait vraiment beaucoup d'efforts de diversité, d'inclusion, mais
les câbles paraissent. Tu sais, ça paraît que c'est imposé, ça paraît que c'est pas senti. Est-ce que tu ressens ça, toi aussi? Mais je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que c'est du pink washing, purple washing, queer washing, appelons-le. Oui. Exact, Exact. La réalité, c'est que si c'est juste d'utiliser cette grille-là pour faire du casting, Ouais. on va nulle part. Ça amène à rien si ce n'est une plus grande représentativité. Nous, ce sur quoi on se bat, c'est aussi, deuxième niveau, c'est les stéréotypes qui sont derrière les publicités. Ouais. Des exemples concrets. Quand il y a des experts dans une publicité, à 80%, ce sont des hommes. C'est normal, c'est un expert. Non. Quand il y a une représentativité, encore en 2024, de la situation de la famille, etc., c'est encore majoritairement des femmes. Donc, il y a plusieurs stéréotypes à s'assurer. C'est pas juste de cocher des cases. Troisième point qui est vraiment important. Donc, oui, il y a une certaine représentativité pour montrer une diversité, mais deux, faire attention aux stéréotypes. Mais trois, qu'est-ce que ça veut dire dans votre organisation? Si votre communication est non stéréotypée, très représentative, mais que vous avez encore des biais à l'embauche, que vous êtes un magazine commerce de détail et que vos employés ont encore certains biais quand certaines populations viennent dans les magasins, on check les sacs de certaines populations versus d'autres. Tous ces biais-là, c'est ça le cœur. C'est ça le cœur de l'action qu'il faut faire. Comment on fait pour défaire ces biais-là? Je pense qu'encore une fois, c'est de l'éducation. Moi, j'ai eu la chance, dans toute ma boulimie de vie, là, d'être aussi prof de yoga. Et une des choses qu'on étudie comme prof de yoga, en tout cas dans la formation que j'ai suivie, c'est quels sont nos propres biais. Parce que le yoga, c'est encore une autre des choses sur lesquelles Est-ce que tu sais que Bianca est prof de yoga? C'est vrai? Ah! C'est là qu'on s'est retrouvés. Je ne pratique pas vraiment, mais Ouais, oui, j'ai fait un cours ouais. parce que je trouve que dans la pratique du yoga, il y a vraiment juste... Moi aussi, ça fait longtemps que je suis en environnement puis tout. Puis je pense que ça se recoupe beaucoup dans la présence, dans l'accueil de l'autre, dans le respect de soi, dans l'acceptation de son corps, dans l'acceptation de ce qui se passe, puis la résilience. Le yoga, on dirait qu'il y a beaucoup ça aussi. Mais oui. Et puis je pense que ça part de nous, de notre propre respiration, là, concrètement. Totalement. Et donc, il y a quand même beaucoup d'appropriation culturelle dans ce merveilleux monde du yoga. Donc, dans le cours que j'ai suivi, on nous faisait réaliser quels étaient nos biais. Donc, je pense que c'est de l'éducation, puis de réaliser que nous-mêmes, quels sont nos a priori, quels sont nos stéréotypes, parce que la réalité, c'est qu'on a tous des préjugés qui viennent de notre culture, de notre éducation, de l'endroit où on vit, des expériences qu'on a vécues. Donc, ça c'est l'humanité, en fait. On vient tous avec certains préjugés. Notre devoir comme communicants, c'est de ne pas transférer ces préjugés en stéréotypes dans les communications qu'on fait qui vont, elles, toucher des milliers de consommateurs. Ouais. Et là, on a une responsabilité vraiment importante. De ne pas le projeter. Mais oui. Ouais. Mais tu nommes beaucoup l'éducation, mais est-ce que tu sens que c'est une priorité dans notre société? L'éducation? Est-ce qu'on met ça vraiment comme une vraie priorité ou c'est un vœu pieux? Là, tu parles d'éducation dans notre... Non, mais de notre éducation en général. Pas juste l'école, mais je veux dire en général, l'éducation. Tu sais, de dire, ben, je vais faire une pub pour vendre éventuellement un produit, mais est-ce qu'il y a un message qui est derrière ça pour changer les mentalités? Est-ce que tu sens que c'est une priorité? On met beaucoup d'efforts là-dessus. Je pense qu'il y a des new shiny objects. Aujourd'hui, tout le monde va se former sur l'IA parce que c'est le new shiny object. Oui, mais ça, on pourrait faire 1h30 sur l'IA. Là. Mais comme il y a 15 ans, quand est arrivé le digital, tout le monde était là-dessus, il fallait tous qu'on se forme là-dessus, bon, etc. Ceci étant dit, je pense que les entreprises... Moi, je suis plutôt une optimiste dans la vie. Oui, mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein? Je pense que les entreprises n'ont plus le choix. Parce que, tu sais, quand on fait des conférences dans les agences, quand on fait des conférences dans les entreprises, dans les agences, on les entend. Là, les employés sont comme, moi, je ne veux plus travailler sur tel compte. Moi, je ne veux plus faire ça. Oh! Il y a beaucoup d'agences, certaines entreprises qui ont du mal à recruter. Parce qu'ils ne veulent pas faire une pub de char, mettons. Je donne un exemple. Là. Et donc... qui est-ce qu'on est comme industrie si on n'est pas des cerveaux créatifs? Si on n'a plus de matière grise, on n'existe plus. Est-ce que l'IA va sauver? Non. Non, l'IA ne va pas remplacer la créativité. Non, donc, moi, je pense qu'en fait, on n'a plus le choix de s'éduquer pour aller dans la bonne direction, pour être capable de garder nos talents. On n'a plus le choix parce qu'il y a de plus en plus de réglementation. Ça, c'est pas... Là, on a première phase au Canada, c'est merveilleux. Oui. Mais je veux dire, la pression existe. Toute entreprise qui commence à faire
à traverser l'océan et travailler avec l'Europe fait face à d'autres types de réglementations. À un autre niveau, oui. Donc ça, c'est juste une question de temps que ça va arriver ici. Okay. Les gros donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants. Donc, les critères ESG, par exemple. Donc, je pense on est en transformation, puis là, on est face à une réalité où c'est quand même deux grandes solitudes, là, l'environnement puis le marketing. Là. Ça se parle pas beaucoup. Mais je pense que ça peut se parler, mais c'est juste que c'est long. Puis moi, c'est ça que je vis. Puis tu sais, on parle beaucoup de partage, puis de collaboration, co-création. Tu sais, je pense que tu as nommé ça même dans un de tes podcasts. Puis on est vraiment, nous aussi, dans la co-création. Mais ce qui vient avec le partage, puis prendre l'opinion de l'autre, puis co-créer, ça vient avec plus de lenteur parce que c'est pas juste toi qui avances. Tu sais, vous êtes plusieurs à avancer ensemble. Puis je pense que c'est ça qui devient demandant parce que des fois, tu es comme, là, je pourrais arrêter de poser des questions, puis juste m'en aller, puis faire ma campagne comme ça me tente, tu sais, comme j'ai pas le temps de niaiser, comme on dit. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est un des enjeux, puis je me parle à moi-même en même temps, là, c'est de calmer son impatience, puis de faire comme, oui, mais après ça, si tu le fais de cette façon-là, vous allez tellement être des ambassadeurs du projet que ça va être plus facile, tu sais, tu vas moins avoir à retravailler pour que ton projet t'aille à le ramener. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, complètement. Totalement. Mais en même temps, je réfléchis à accepter le côté imparfait de l'action aussi. C'est-à-dire, c'est où on se met dans l'action puis on le perfectionne pendant qu'on avance ou on attend d'être parfait pour partir. Fait que là, tu sais, je ne sais pas. Mais sans attendre d'être parfait, je pense que tu peux faire des tests, mais ça reste que c'est des tests que si tu veux le faire en co-création, en collaboration, ça doit être discuté. C'est pas juste. Mais tu sais, nos processus créatifs, là, quand on fait des grosses campagnes, moi, je suis de l'école où on faisait beaucoup de pré-tests, post-tests. On faisait beaucoup de sondages. Des focus group, machin, tout ça. Le processus, il ne change pas. C'est juste que jusqu'à aujourd'hui, on regarde juste une partie prenante, c'est le consommateur. Et on est, OK, je vais faire tout ce qu'il faut pour te convaincre, te séduire, puis être sûr que je comprends les plus petits insights que même toi, tu ne comprends pas pour être capable de te vendre quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'au lieu de parler juste aux consommateurs, il faut aussi parler aux autres personnes qui sont impactées par l'entreprise. Donc, dans le processus n'a pas besoin d'être plus complexe, plus lourd. Il est juste différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu lances un produit qui a un impact sur la communauté transgenre, assure-toi donc de parler à la communauté transgenre. Si jamais tu lances un produit qui a un impact sur l'environnement, amène une personne de certaines ONG ou de certains OBNL qui sont là, qui vont être impactés par ce que fait ton entreprise. Donc, c'est juste de changer un petit peu notre focus et d'amener les différentes parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, ce qu'on dit, c'est que le marketing doit être vraiment un impact qui va être conjoint et systématique positif, conjoint et systématique sur l'entreprise, oui, mais aussi le citoyen et l'environnement. Donc, il faut que tu t'assures, le processus n'a pas besoin d'être plus lourd. Oui, mais je pensais pas à plus lourd, mais c'est juste que vu que c'est un réapprentissage de notre façon de faire, c'est plus lent. C'est sûr, c'est plus lent. Nos réflexes sont pas développés comme ça, je pense, tu sais. Oui. Parce qu'il faut comme tu fasses l'éducation en même temps que tu te mets dans ce monde-là. Je l'ai vécu dans certaines entreprises où j'ai travaillé, puis même pour des projets, je suis allée à Copenhague avec la ville de Belleuil, puis là-bas, c'est comme tout est réfléchi. Là, quand ils partent en construction, les architectes, c'est comme à chaque fois qu'ils partent un projet, c'est comme, OK, il faut prendre en considération le microclimat de cette région-là, il faut prendre en considération les gens qui y vivent, les zones d'eau qu'il y a autour. Tu sais, c'est pas juste on met un building, c'est comme ils s'attardent vraiment à tout penser, mais c'est sûr que c'est plus long si tu prends en considération le tout. Tu sais, c'est ça que je veux dire dans le fond. Toi, tu penses qu'on va trop vite? Je pense pas qu'on... est-ce que je pense qu'on va trop vite? Je pense qu'on est impatient à arriver au résultat. Oui. Puis que quand ça fait des années qu'on a une façon de faire, fait qu'on est habitué. On le sait comment le faire. C'est comme n'importe quelle gestion du changement. T'sais, moi, dans mes 20 ans, moi, j'ai vécu
l'arrivée du numérique dans le commerce de détail. Oui. Crois-le ou pas. Oui. Et à ce moment-là, tu sais, quand j'ai commencé un commerce de détail, c'était 99% de ventes qui étaient en magasin. Puis l'arrivée du numérique a complètement transformé notre approche. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se pose la question. Est-ce que le numérique est une option ou pas? Oui, mais en même temps, ça a été un outil de data extraordinaire. Tout à fait. Pour mieux comprendre la clientèle. Mais moi, je pense que la révolution qu'on vit, elle est la même. Est-ce qu'on est devenu des super champions la première année qu'on a créé un site d'e-commerce? Non. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on maîtrise, ça fait partie de nos façons de penser. Okay. Nos mentalités ont changé. Fait que moi, je pense que c'est la même transition. La réalité, par contre, et c'est là que peut arriver ton impatience, on n'arrivera pas à se transformer d'un coup. Parce que c'est des changements de comportement du consommateur, des entreprises. Et c'est là que, malheureusement, on regarde la réalité et on est comme, mais il faudrait aller plus vite parce que la planète, elle se détériore vite. Alors, c'est là qu'il y a de l'impatience, ça, c'est clair. Mais tu sais, je pense que il y a une gestion du changement qui va quand même prendre son temps. Là. Ça a pris 20 ans, là, 15 ans, 20 ans pour l'arrivée du numérique. Ouais. C'est ça aussi, c'est que des fois, c'est important de regarder d'où on vient, de voir le progrès qu'on a fait. Puis, des fois, on voudrait donc aller plus vite que l'Europe. Mais, tu sais, l'Europe, si on regarde, ils sont partis avant nous autres là, dans cette démarche-là aussi, tu sais. Fait qu'on se compare, on dit « on n'est pas super bon. » Ben attends, lui, il a 20 ans d'expérience de plus que toi. Puis, en plus, tu sais, des fois... Parce que moi, je suis beaucoup dans les matières résiduelles, tu sais, puis les gens disent « Regardez ce qui se passe au Japon. » Arrête, tu veux pas vivre au Japon. T'es pas capable de vivre au Japon. T'as aucune discipline. Arrête. Tu sais, tu comprends? Tu peux pas. Tu sais, à un moment donné aussi, il faut y aller avec qui on est. Tu sais, c'est quoi notre population? Tu sais, tu le disais tantôt, quand on bâtit quelque chose, ben tu sais, on parle aux citoyens et tout ça, puis j'ai l'impression qu'on émet beaucoup de messages, mais qu'on a très peu de conversations. Non, oui, complètement. Puis j'ai l'impression que c'est au fil des conversations qu'on va arriver à trouver la bonne formule qui va plaire à un maximum de gens puis qu'on va faire cette co-création-là. Complètement. J'ai l'impression. Puis la réalité, puis là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, être parfait ou pas être parfait, tu sais. Hey, parfait, c'est qui, ça? Mais, là? non, mais c'est ça. Puis moi, je suis vraiment très pragmatique dans mon approche. T'es mieux de faire un pas que pas en faire du tout. Mm-hmm. Ton pas, il va pas assez loin. Mais c'est pas grave, tu as fait un pas. C'est déjà dans l'action. Je vais vous donner un exemple vraiment concret. Avec Mass Critique, on accompagne donc beaucoup d'entreprises, de leur département marketing et tout ça. Et là, actuellement, on accompagne une grosse institution financière pour leurs événements, pour les rendre plus éco-responsables. Donc, on forme leurs équipes marketing pour quelles sont les bonnes pratiques. Oui. Et donc, dans les différentes choses, on parle de matières résiduelles, c'est pour ça que je suis ton fil. Je disais, bien, c'est sûr qu'il faut 3 bacs dans vos événements. Et là, il y a quelqu'un qui lève la main qui dit, oui, mais écoute, nous, on est dans énormément de villes à travers le Canada. Chaque ville n'a pas la même législation face au compostage. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faudrait faire mettre chacune des personnes en marketing responsables d'un nombre de villes, comprendre leur législation, tout ça. Puis là, je voyais la conversation partir, puis là, ça devenait un cauchemar. Puis là, j'ai comme arrêté la conversation. J'ai dit, écoutez, on va commencer par mettre 3 bacs. Mm-hmm. Puis, on va avancer un pas à la fois. On va essayer de prendre les plus grandes villes. Puis, on ne sera pas parfait, puis tout ne sera pas parfait, puis chacun de nos bacs ne sera pas absolument non contaminé, peut-être la première fois. Mais au moins, on fait quelque chose. Mais en même temps, entre un bac de déchets puis 3 bacs imparfaits, on a quand même avancé. Bien, exactement. Et si, après ça, l'imperfection est de combien? Tout à fait, bien absolument. Si, par exemple, tu as un bac de compost puis tu as un emballage en plastique non compostable, dit compostable qui n'est pas accepté dans cette ville-là, tu as quand même 99 % de ta matière qui est compostable. Tu as quand même avancé. Mais tout à fait. Mais ça, je suis content que tu le soulignes parce que je trouve que c'est un frein. Souvent, les gens disent « Ouais, mais c'est pas uniformisé au Québec. » Arrête, là. C'est à peu près toute la même règle. Il y a 10 % de subtilité. Fais au moins 90 %. Ça va être comme vraiment cool. Tant qu'à pas mettre ce genre de bac-là aussi. Complètement. C'est intéressant ce que tu dis dans les événements parce que on le voit beaucoup même dans les shows corporatifs. Là, Avant, on donnait plein de cadeaux, on donnait plein d'affaires qui étaient jetables. On le voit de moins en moins. Absolument. Même les cartes d'affaires, on le voit de moins en moins. Les gens se connectent par le téléphone. On dirait qu'il y a comme une amélioration du goodies, là, de dire il faut que ça ait un sens, faut que ça... Puis, moi, ça m'encourage. Mais oui, puis on va de plus en plus, OK, prenez le métro, puis prenez les transports en commun ou la mobilité active. Oui, les GES aussi. Quand tu arrives d'un événement, hier, je suis allé dans un événement chez Transfert Environnement,
Puis il y avait un code QR, puis il disait, ben remplissez le petit bilan, vous êtes venu comment, de où. Puis c'est intéressant, il n'y avait pas ça il y a quelques années. Je trouve qu'on a quand même avancé. Puis, oui, c'est sûr que si on est cynique et qu'on prend un step de recul, on dit combien ça représente le GES, c'est sûr que c'est une infime partie. Mais moi, je suis toujours... Je préfère toujours que tu fasses un premier pas que ne rien faire du tout. Oui, mais c'est toujours un frein de dire, oui, mais l'Inde. Oui, OK. C'est ça. Non, mais puis parce que pour beaucoup d'entreprises, la montagne a l'air trop haute à gravir. Et du coup, on ne gravit pas. C'est un beau discours de l'inaction climatique. On fait rien parce que, non, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Mais ça vient avec le discours, on va tous mourir. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on martèle à tout le monde, on va tous mourir. Puis on avance la date à toutes les années. C'est sûr que c'est paniquant puis c'est sclérosant. Devant un monstre, il y en a qui vont foncer dessus, puis il y en a qui vont partir dans l'autre direction où ils vont se péter la petite boule puis ils vont se bercer. À un moment donné, si tu nourris l'espoir, puis c'est un peu ça qu'on voulait faire avec le balado aussi, c'est pour ça que c'est un truc comme, oui, on parle d'environnement, puis le titre, c'est contre-intuitif, là, ça va mieux qu'on pense. Mais la somme des invités qu'on reçoit, ben oui, effectivement, tout le monde fait son petit bout, moyen bout, grand bout, mais bout pareil, tu sais. Puis la somme, là, ça fait comme, on a quand même changé ce bout-là. Puis moi, je sais pas quel a été votre déclic personnel, mais moi, je sais que le jour où j'ai vu le documentaire Demain, il y a plusieurs années, ça a été un très gros déclic parce que justement, il est vraiment porté sur les solutions. Et là, tu es comme, je dois pouvoir faire quelque chose. Ben, en tout cas, moi, mon déclic, pour répondre à ta question, ça paraît que tu animes un balado, mais pour répondre à ta question, c'est vraiment de dire, me semble que quand je lis mon journal, je fais ça, puis je le lis plus en papier, là, mais mettons sur mon iPad, quand je vois la chronique environnementale, j'ai une boule ici, je suis pas bien. Je pense que, je suis inadéquat, je pense qu'on va tous mourir, tout ça. Puis je me disais, puis on dit souvent ça, ce qu'on nourrit grandit. Si on venait qu'à nourrir le positif, est-ce que ça aurait un impact? En fait, c'est en lien avec toi, avec la masse critique. Est-ce qu'à la gang, on pourrait se faire du bien et se donner le goût de collaborer à une co-création? C'est ça qu'on fait. Puis moi, ça a été un élément déclencheur parce que ça fait 20 ans que je suis en environnement. Fait que des scandales puis des histoires tristes, je peux t'en compter pendant 8 épisodes, là, tu sais. Mais je peux te raconter aussi plein d'affaires qui vont super bien. Puis c'était ça qu'on voulait mettre en lumière, tu sais. Parce que dans les grands médias, on en parle très peu. Puis en 6 minutes, une chronique environnementale, ça va vite. On voulait avoir le temps de vider le sujet. Oui, puis non seulement dans les grands médias, on en parle peu, mais je pense qu'on en parle de façon extrêmement technique. Puis je trouve que ça désengage vraiment l'audience qui pourrait s'intéresser, mais qui n'a pas envie d'avoir un cours d'université pour le comprendre. C'est compliqué, là, c'est compliqué. Fait que nous, c'était aussi ça, le but avec le projet, c'est de le rendre le plus simple possible parce que il y a des termes que juste lui, il dit tout le temps GMR ou lisez. Puis je suis comme, non, Greg, même gestion des matières résiduelles, c'est pas compris pour tout le monde. Les poubelles, les déchets, ce que tu jettes. Pas que je veux, c'est quoi le mot, pas infantiliser, mais que je veux prendre pour des niaiseux les gens, mais c'est juste, si ça peut être plus digeste, ça va peut-être être plus facile pour eux de l'encoder, de le garder dans la... Parce qu'on a besoin que ça devienne une réalité de la masse, du plus de monde possible. Et puis pour faire ça, il faut vraiment éliminer les barrières. Moi, je compare toujours ça à une parade, tu sais. C'est qu'en avant, là, c'est les spécialistes en environnement, puis ils sont sûrs qu'à la parade, elle avance. Mais ça serait le fun d'aller voir au bout de la file s'il y a quelqu'un qui a commencé. Ça se peut qu'il y ait une gang qui a décidé de se faire un pique-nique au bout, puis qu'ils vont pas dans la parade. Fait qu'il faut aller voir pourquoi ils embarquent pas dans la parade, puis pourquoi, tu sais. C'est un peu ça aussi. Tu sais, je trouve qu'en environnement, on se parle souvent entre nous d'environnement, puis maudit qu'on a tout le temps raison. Mais on a tort, dans le fond, parce que peut-être qu'il n'y a pas cette masse-là de monde qui viennent nous rejoindre. Fait que c'est ce que j'aime, moi, de Masse Critique, c'est de dire, ben vous, là, vous êtes des communicateurs, là, des marketeurs, vous êtes capables d'influencer les gens à acheter ce type de verre-là. Ben peut-être que vous êtes capable d'influencer les gens à s'améliorer aussi, puis à prendre des décisions plus... Puis je pense que c'est vraiment ça qui est clé, tu sais, c'est... En définitive, moi, je pense qu'on a vraiment besoin de transformer nos imaginaires collectifs.
Ah, j'aime ça que Transformer c'est nos vraiment imaginaires ça. collectifs, ouais. Si dans toutes les pubs que vous voyez, c'est un grand bungalow, 2 VUS devant la voiture, un lit d'enfant, plein de toutous, une maison qui a l'air surchauffée parce que dehors c'est l'hiver et puis les personnes sont en petite camisole, le pot de cosmétiques qui est utilisé au maximum, là, tout ça, même si c'est pas le sujet de la publicité, ça rentre dans nos imaginaires C'est collectifs. clair. C'est clair. Ouais. Si on arrive déjà à transformer dans Le scénario, le dans le fond. scénario, dans Ouais. la façon dont on amène les choses, puis nous, on a toute une portion de formation là-dessus. Comment vous pouvez faire? Donc, souvent, on voit, par exemple, je vends un produit cosmétique, une crème, là. Écoutez, puis regardez-le maintenant, là, mais dans chacune des publicités, que ce soit photo ou vidéo, on voit le tube, on le presse, là, c'est un gros tas de crème. On ne parle pas de sobriété ici, là. Non. On veut montrer le produit absolument, puis on veut montrer son utilisation vraiment la plus abondante et généreuse possible. Ouais. Mais la générosité, elle n'est pas ce qu'elle paraît. C'est pas de montrer beaucoup de produits puis une utilisation démesurée d'un Ça produit. manque de cohérence, peut-être un peu. Ben, complètement. aussi. Donc, il y a, mais ça, on le fait, puis on ne réalise pas qu'on le fait. Ouais. Quand on montre une table de Noël dans une publicité, vous allez avoir énormément de nourriture. C'est l'abondance. On a beaucoup été là-dedans, dans nos imaginaires. L'abondance, c'était la réussite. Exactement. Ouais. Le bonheur, le Ouais. confort, Ouais. voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut créer du bonheur et du confort autrement? Oui. Ben, en fait, Ah, c'est Complètement. vraiment intéressant. c'est Donc, les il faut- souvenirs, c'est des choses. Tu sais, c'est pas juste l'abondance des biens matériels, c'est aussi ce qu'on vit. C'est relations. C'est exactement. Relation. Donc, dans nos communications, il y a aussi ça. Il y a aussi comment on fait pour transformer cet imaginaire-là. On a un rôle à jouer au quotidien. Les consommateurs, les citoyens voient des milliers de messages tous les Ouais. jours, là. Ouais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. T'as-tu dans tes, ben, peut-être pas dans tes clients, mais tu sais, t'as-tu vécu des situations où il y avait des réfractaires, puis c'était comme, t'essayais de faire ton travail, mais tu voyais bien que le message était pas reçu de l'autre côté, puis que c'était complètement fermé? Ouais. Tu Ben, deals pas comment avec depuis ça? 2 ans et demi, parce que les gens aujourd'hui qui me parlent connaissent mon Ouais. Tu sais bien ma t'entourer position, maintenant, ouais, c'est ça. Et puis bon. Mais dans le passé, complètement. En Comment tu étant en deals? entreprise, moi, je me suis beaucoup battue, par exemple, sur la diversité et l'inclusion. Puis la diversité et l'inclusion, on a l'impression que c'est un acquis pour tout le monde. Puis ça ne l'est pas. Non. Quand moi, j'ai déjà fait des castings pour des publicités, puis là, à entendre des commentaires complètement déplacés, et puis à réaliser, oh mon Dieu, on n'est pas tous au même endroit, là. Puis quand on parle diversité et inclusion, c'est les cultures, c'est les handicaps, C'est corporel, âges, c'est les l'orientation corporels. sexuelle. Montrer une femme, puis je vous défie, montrer une femme de 55 ans dans une vitrine d'un magasin de mode aujourd'hui, vous n'en verrez pas. C'est aussi une forme d'exclusion. Il y a un agisme aussi. Bon, puis on pourrait en nommer Oui, des puis tas. on l'a vu à la TVA dernièrement avec Marie-Claude Barrette. Exactement, donc- Qui avait des audiences records, que son émission marchait de tempête, puis ils ont dit ben, c'est ici que ça se termine. Tu sais? Ouais. Puis il regarde son balado, il bat tous les records d'audience. Elle a quand même gagné son point. Tu sais, Non, mais je tout trouve à qu'elle a fait. fait avancer l'inclusion en quelque part, Absolument. Marie-Claude Barrette, là-dessus, en disant donc- regarde-moi le faire, mon show. Moi. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, c'est pas facile. Puis c'est pour ça qu'aussi, avec Mass Critique, on essaie d'accompagner les gens en entreprise parce que ça part des individus. Il va y avoir quelques individus qui vont, eux, vouloir ou sentir qu'ils peuvent porter la flamme puis essayer de faire certains changements. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est souvent par là que ça se passe. C'est rarement une décision d'entreprise stratégique et là, ploup, ça descend toute l'organisation. Ça Ce part qu'on plus voit, du c'est bas, intéressant, c'est que ça part vraiment beaucoup plus des employés. Et donc, quand on est dans ce processus-là de transformation, ben, on fait face à toutes sortes de préjugés, des gens qui ne pensent pas de la même façon. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Mais la mission, par contre, quand on arrive à faire un pas, quand on arrive à avoir des petits gains, à amener des gens à avoir des conversations différentes, c'est tellement le meilleur feeling. Mais je sens possible. dans tout ce que tu dis qu'il y a un désir en toi de contribuer, d'être significatif dans Mais ton oui. rôle. Ça vient d'où, ça, ce besoin-là? Il y en a là que c'est juste leur job, puis c'est tout, là, puis c'est correct aussi. Mais toi, on dirait que tu es même prête à te mettre en danger pour contribuer davantage. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, j'ai été toujours comme ça. Tu sais, même à l'époque,
où j'étais chez Jacob, on a été les premiers à signer la charte de non-retouche des mannequins. Donc, toujours ce désir. Ça vient d'où? Je sais pas trop, mais c'est l'envie de juste avoir un impact positif, tu sais, de pas juste faire ma job, gagner mon salaire, puis rentrer à la maison, puis dépenser, faire des cartes en ligne. Puis il y a quelques années, tu t'es présenté en politique aussi. Oui! Parti vert. Ouais. Pourquoi le Parti vert? Ben, le Parti vert, parce que, évidemment, ça vient chercher mes ambitions en termes d'environnement. C'était aussi parce que tu parles d'avoir envie de faire un impact. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Tu sais. Je me dis, c'est sûr que la politique, la vie civile, c'est quand même un endroit où on peut faire une grosse différence. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment profondément. J'ai eu envie d'essayer ça aussi pour essayer. Est-ce que c'est fait pour moi? Parce que la vie politique, alors, finalement, c'est un autre monde complètement. C'est difficile. Hein? Mais tu vois, t'es bonne en politique. Mais en fait, et puis, honnêtement, c'est quoi ta conclusion, mettons, de ça? J'étais contre Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, je savais déjà en partant que je ne gagnerais pas. C'était pas... mon ambition n'était pas de gagner. Non, c'est ça. Je voulais voir si c'était fait pour moi, si ça me correspondait. Voilà. Donc, finalement, ça ne te correspond pas. Tu vas pas retourner en politique ou tu vas retourner en politique? Je sais pas. Honnêtement, je te dirais pas non. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais il faut que je sente que je peux apporter quelque chose, tu sais. Alors, ça tombe bien, là. Il va y avoir des élections municipales, des élections provinciales, puis fédérales. Tu as 3 choix. Tu as 3 choix, là, dans les prochaines années. Mais qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Écoute, j'ai appris que c'est difficile, évidemment. Peu importe le parti politique avec lequel on travaille, quand tu rentres dans un parti politique, il faut que tu adhères à l'ensemble des idées. Alors, la ligne de parti. Ça, c'est pas facile. Ouais. Parce que ça veut pas dire que tu adhères à 100% des idées. Ouais. On l'a vu, là, Yuri Chassin, hier. Il l'a bien dit qu'il n'était plus d'accord. Donc ça, je pense que ça amène quand même, tu sais, il faut vraiment que tu sois sûr de ton choix et que tu rentres avec l'idée de est-ce que s'il y a des choses sur lesquelles je suis pas à l'aise, comment je vais dealer avec ça? T'sais? Ouais. Alors, ça c'est... tu peux aller pleurer à la télé, on a vu quelqu'un faire ça. Ah oui? Ouais. Mais par contre, les gens... Moi, en tout cas, ça, c'est mon expérience. Hein. Ouais. Les gens étaient très bienveillants. Okay. Donc, moi, par exemple, dans le comté... Bon, aussi, peut-être que je faisais pas peur. Je suis peut-être pas un candidat très, très inquiétant. Mais des autres candidats, les gens étaient très bienveillants. Les équipes... en tout cas, j'ai trouvé que la démarche, c'était quand même pas le panier de crabes auquel j'avais peur. Okay. Mais c'est bien que tu le nommes parce que j'entends beaucoup ça. Moi, j'ai quelques amis, mettons, dans différents partis. Ouais. Puis, ils sont souvent amis entre eux. Ouais. Alors qu'on imagine qu'ils se détestent tous. Mais non, ils sont quand même en mode co-création. Ils veulent quand même s'entraider. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et puis, tu sais, j'étais la seule femme à me présenter. Tu sais, et puis... ils ont tous, je sais pas, tout le monde, puis ils savaient que c'était ma première expérience. Donc, tout le monde a été très bienveillant. Même, je te dirais, les organismes qui organisent les élections m'ont fait visiter, m'ont pris le temps de m'expliquer. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de bienveillance. Et même, donc, pendant tout ce temps-là, moi, je faisais mon DESS à HEC. Donc, j'ai certains profs qui ont vu mes affiches, qui n'étaient pas nécessairement d'accord, mais qui sont venus me parler. Bravo. J'ai eu des conversations avec des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec moi, qui étaient hyper enrichissantes. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la difficulté d'être en politique et puis tout... Surtout là, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai vécu vraiment un aspect très bienveillant. C'était peut-être très précis au cœur. Mais c'est peut-être aussi ta personnalité. C'est peut-être ta personnalité qui amène pas cette agressivité-là et cette... parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, quand tu brasses des choses puis que tu es confrontant, ben il faut que tu t'attendes à avoir aussi des retours. Ouais. Peut-être que tu arrivais avec ton attitude très bienveillante dans l'ouverture, de dire, ben moi, je suis dans ce parti-là, j'ai envie de contribuer. Puis les gens ont fait comme, ben c'est beau, parce que ça demande énormément de courage de se présenter en politique. Donc, en gros, tu fermes pas la porte à peut-être un retour. J'aimerais ça. J'aimerais sentir que je peux faire un effort, un impact. Ça tombe bien, ça tombe bien. Vas-y, je t'encourage. Tu as été dans le monde justement du vêtement pendant longtemps dans ta carrière. Oui.
Tu penses quoi de toute cette industrie-là, du fast fashion, du virage qui est nécessaire? Clairement, c'est une des industries, je pense, la deuxième industrie la plus Oui, c'est la deuxième, la première monde. étant le pétrole. Là. Ça s'en va où, ça? Comment on va gérer ça? Ça, c'est fou parce que, alors ça, en l'occurrence, tu vois, la montagne est haute à gravir. Oui. Puis elle existe, hein, cette montagne-là de vêtements. Oui, elle existe en plus. Littéralement, elle existe pour vrai. Ouais, complètement. Ouais. Beaucoup de problèmes au niveau de la chaîne de valeur, évidemment, et beaucoup de problèmes au niveau de nos comportements de consommation. Oui. Ouais. Il y a eu une étude qui a été faite en Allemagne qui a estimé, ils ont voulu faire une estimation si tous les consommateurs en termes de vêtements, voulaient respecter les accords de Paris. Combien est-ce qu'on devrait acheter de vêtements par année? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le résultat? C'est entre 5 à 7 nouveaux morceaux par année. Moi, je ne connais pas ta réalité, mais moi, personnellement, j'étais loin de ça. Moi, moi, je vais être honnête, je suis pas pire, je pense. Bravo. Je pense pas que je suis à 5 et 7. Sauf que j'aime pas ça magasiner. Ah, ben c'est J'aime brave. ça. Moi, j'adore magasiner et c'est ce balado-là, moi, qui m'a fait prendre de conscience quand on avait reçu Elisabeth et Camille. Oui. Parce que je m'étais livré sur ma dépendance aux vêtements. Ouais. Et j'avais dit d'ailleurs que j'allais porter des vêtements de friperie, essayer de travailler là-dessus. Puis Bianca, elle ne sait pas, mais c'est déjà arrivé dans les tournages que j'ai commencé à porter des vêtements de friperie. Mais après ça, je ferai un concours, savoir dans quel épisode j'avais des vêtements de friperie. Mais je faisais pas ça avant. Ouais. Tu sais, moi, c'était comme je faisais la télé beaucoup plus avant. Puis chaque émission, j'avais un kit tout complet, là, tu sais, souliers, ceinture, tout bas, tout complet, tout le temps. Je réutilisais rien. Mais oui. Puis ça m'avait tellement frappé, là. Puis je fais un effort vraiment là-dessus, là. Tu sais, même que quand je reporte le même kit, j'ai une petite coulisse ici, là. Puis je suis pas tout à fait désintoxiqué, mais ça m'a fait prendre conscience. Je te comprends, parce que moi, je suis une grande passionnée de mode. J'adore le vêtement, en fait. J'aime vraiment ça. Mais l'impact est terrible, donc je suis un peu comme toi. Moi, dans les dernières années, j'ai vraiment changé mon mode de consommation pour acheter des choses qui vont durer. La clé, c'est d'allonger la durée de vie du vêtement. C'est ça la clé. Ouais. Mais pour ça, ça prend de la qualité. Exactement. Oui. Tu laves un fast fashion 2-3 fois, puis c'est fini. Là, complètement. Donc, c'est d'être prêt à investir un peu plus, d'acheter moins de pièces nouvelles, d'être prêt à investir un peu plus pour quelque chose de qualité qui non seulement va durer dans le temps en termes de qualité, mais aussi en termes de mode, des choses qui sont plus intemporelles. Ouais. Le défi aussi, c'est... Donc là, j'ai eu la chance d'aller au Japon récemment et il y a de plus en plus... Pourtant, Dieu sait que c'est le temple de la consommation, de mode, et etc. De plus en plus de magasins de seconde main, même dans les quartiers les plus luxueux et les plus fashion dans le fond de la ville. Donc, la seconde main prend beaucoup de place. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des clients québécois qui ont lancé des plateformes de seconde main. Oui. Le défi, c'est qu'on vit l'effet rebond, en fait. C'est-à-dire que les plateformes de seconde main, les gens achètent plus. Et la clé, c'est de consommer moins. Donc, oui, pour la seconde main, mais tout en quand même faisant attention à nos achats. Parce que si c'est pour aller sur la plateforme de seconde main, ça coûte moins cher. Donc, au lieu de m'acheter une jupe, je vais en acheter 2. Puis, je ne vais pas les porter plus longtemps, mais on ne règle pas le problème. Oui, tu as raison. Non, tu as raison. C'est un angle mort, je n'avais pas pensé à ça. C'est vraiment des plateformes comme Vinted et tout ça, c'est des plateformes de surconsommation. C'est de la seconde main, mais c'est des plateformes de surconsommation. La clé, c'est vraiment simple. C'est allonger la durée de vie du vêtement. Réparer. Moi, c'est fou, mais ça m'a pris longtemps. Pendant longtemps, je ne réparais pas un bouton. Là. Non, moi non plus. Voilà, maintenant, je le fais. Mais si on dit... apprendre à allonger la durée de vie. Je comprends les plateformes Vinted puis tout ça, sauf que ça risque que si ton vêtement sert à quelqu'un d'autre, tu allonges quand même la durée de vie du vêtement. Oui. T'sais, moi, je suis une fan de magasiner, c'est même pas du magasinage, de m'habiller dans le garde-robe de mes parents ou de ma grand-mère. Puis j'aime ça parce que je suis comme, non seulement il y a une valeur sentimentale, je suis fière de le dire, hey, ça, c'est ma mère, tu sais. Oui. Mais en plus, je suis comme, je l'ai pas acheté, c'est encore beau, fait que
Mais si tu achètes, donc là, c'est un peu différent parce que là, tu empruntes. Ouais, là, tu es dans le réemploi, là. C'est ça. Mais si tu achètes de la seconde main et que finalement, tu ne le portes pas plus, qu'est-ce qui va se passer? La problématique, c'est la fin de vie de nos vêtements. Nos vêtements, aujourd'hui, vont à l'enfouissement. Oui. Clairement. Et même des mais là, le Québec a commencé à investir dans des filières, là, mais bon. Mais on est quand même au balbutiement. Non, c'est embryonnaire. Au balbutiement. Ouais. Et puis même des entreprises merveilleuses comme Renaissance et tout ça se retrouvent à utiliser quand même une petite portion de ce qu'ils récupèrent. Il y a une très grosse portion qui part à l'enfouissement. Donc, tant qu'on ne règle pas notre espèce de frénésie à vouloir avoir un garde-robe qu'on ne porte pas de toute façon, qu'on ne porte pas, plus de 70% de nos vêtements dans notre garde-robe, on ne le porte pas. Mais ça serait quoi d'abord, la campagne de communication parfaite qu'on pourrait mettre en place pour sensibiliser les gens à cet impact-là? Je pense que les marques de sport font une assez bonne job. Décathlon en France. Décathlon est extraordinaire. De s'assurer d'avoir des endroits aussi où tu peux aller réparer, où tu peux t'assurer éventuellement d'avoir un réemploi de ce que tu portes plus. Il y a beaucoup de capsules. Alors, Patagonia, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais il y a quand même d'autres capsules, d'autres marques de sport qui font des capsules. Comment faire en sorte de bien entretenir mes vêtements, de passer de la durée de vie. Donc, moi, je trouve que c'est ces marques-là qui vont te donner les outils. Comment... Moi, je suis allée sur YouTube, là. OK, comment coudre un bouton, machin, etc. Ouais. Comment arranger une fermeture éclair. J'ai aucune idée. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est la chose la plus compliquée, la fermeture éclair. Donc, il y a plein de choses. Il y a des entreprises qui font une bonne job d'éducation. Je pense que c'est vraiment ça. Mais est-ce qu'on devrait avoir une campagne nationale sur notre consommation? Parce que, tu sais, on dit réduisez ci, ça, mais comme le gaspillage alimentaire, Recycle Québec fait des campagnes, mais j'ai jamais rien vu sur les vêtements. Je pense pas qu'on devrait dire réduisez. Je pense que c'est plus dans l'inspiration. Moi, si je vois une fille, mettons, que je suis sur les médias sociaux puis j'aime son style, puis qu'elle porte tout le temps les mêmes affaires, mais qu'elle l'arrange différemment, je vais être bien plus inspirée à faire comment. Je vais commencer à essayer de faire ça que de me faire dire je trouve que si on... Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, peut-être que ça serait un travail d'influence. Oui. Bon, je pense que les influencers qui nous suivent, là, on donne une job. Mais vous avez vu sûrement la campagne de l'ADEME, les dévendeurs. Oui, mais ça a mal passé. Ah, j'ai pas vu ça. Ça a mal passé. Non, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quoi cette campagne-là? Donc, l'ADEME, qui est l'acronyme, je ne sais plus exactement ce qu'il veut dire, mais en fait, c'est vraiment un organisme gouvernemental qui donne toutes sortes d'outils pour aider les entreprises et les consommateurs à passer à travers la transition. Ils ont fait une campagne de publicité sur les dévendeurs. Donc, en l'occurrence, sur les vêtements, c'était quelqu'un qui se retrouvait dans un magasin de vêtements. Puis là, il y a quelqu'un, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, alors je cherche tel manteau. Bien, en fait, la job du dévendeur, c'est de dire, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un dévendeur. Je suis là pour vous convaincre de ne pas l'acheter. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Et il y a eu un scandale là, en France avec ça. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça parfait. Ça a été très, très... controversé, mettons. Très controversé, mais quand même très efficace. Je pense que oui. Honnêtement, moi, j'applaudirais le jour où le Québec va vouloir faire ça. Oui. Parce que c'est vraiment ça. Puis c'était fait avec... Écoute, je t'invite à aller voir sur YouTube. Oui. C'était fait avec beaucoup d'humour. C'était donc sur le vêtement, sur, je pense, l'électroménager. Il y avait un outil aussi. Donc, beaucoup de situations où, en fait, ils posaient les questions qu'on devrait se poser à chaque fois qu'on veut faire un achat. Ah, c'est vrai, c'est vraiment extraordinaire pour vous. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Ça, c'est une job, tu vois, de communicants qui font les bonnes choses. Ouais. On est capable. Il y avait aussi un autre enjeu que tu avais soulevé, puis j'étais vraiment curieuse de t'en parler. C'était toute l'idée de publicité, d'envoi média plus vert. Tu sais, ça, c'est comme, c'est pas vu, là, les data centers, puis tout ça. Puis je sais qu'il y a des pratiques qui se font, que tu peux créer des campagnes publicitaires, mais être plus vert en sélectionnant les médias que tu vas utiliser, puis même les data centers qui vont être utilisés. Mais j'ai de la misère à l'expliquer parce que c'est vraiment flou pour moi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça? C'est l'éco-socio-conception des campagnes de communication. L'éco-socio-conception. Des campagnes de communication, comme on fait de l'éco-conception. d'emballage. Exactement. Ouais. C'est le même principe. Donc, par exemple, nous, on a lancé un calculateur d'empreinte carbone de ta campagne 360 qui te permet
dans le fond, de te dire, OK, je fais une campagne média. Est-ce que je veux quel type de média est-ce que j'utilise? Quels sont mes goodies que je vais faire, les événements? Donc, tout ce qui est rattaché vraiment le côté 360 de ta campagne et tu vas en mesurer l'empreinte carbone. Oh. Ce calculateur-là, en fait, c'est pas nous qui l'avons inventé, je vais être claire. En fait, c'est vraiment, c'est justement l'ADEME en France qui avait lancé ce calculateur-là pour les agences de publicité. Nous, on les a contactés, ils nous ont donné la propriété intellectuelle, on l'a adapté au Canada. Donc, quand on parle de coopération, là, tout ça, c'est génial. Fait, vraiment, voilà, pourquoi réinventer le bouton à 4 trous tous les jours? Complètement, exactement. Il y a plein de gens qui font des bonnes choses ailleurs dans le monde. Donc, voilà. Et ça permet, en fait, à nos membres de vraiment mieux concevoir leur campagne publicitaire. Donc, ça, c'est à très haut niveau. Donc, est-ce que je mets plus d'investissement dans mon événement ou dans mes goodies ou dans mes emails, dans les médias? Quel type de médias? Médias écrits, médias... Mettre des affiches partout que je vais acheter. Exactement. Donc ça permet d'avoir un portrait global où on voit vraiment les points chauds de nos campagnes de communication et on prend des meilleurs choix. Là, je vais aller à un deuxième niveau pour répondre plus précisément à ta question. Maintenant, au niveau média, il y a de plus en plus d'agences médias. Évidemment, souvent celles qui sont basées en Europe, qui ont des bureaux ici, qui ont maintenant des calculateurs excessivement précis pour savoir quand tu investis dans certains médias. Et là, justement, ils vont regarder, alors, tel média est attaché à quel centre de données, etc., etc. Donc, annoncer c'est plus polluant d'annoncer là que là, mettons. Exactement. Fait que je vous invite à aller écouter. On a un webinaire gratuit là, sur YouTube où on parlait justement de tests qu'ont fait l'équipe de L'Oréal ici à Montréal. Okay. Avec une agence aussi basée à Montréal, où ils ont vraiment fait un test. Ils ont dit, on va prendre cette campagne-là, puis investissez-la dans des médias. Comment ça s'appelle? Comment on le trouve? On ne le sait pas. C'est notre chaîne YouTube Masse Critique. Vous allez le voir, ces webinaires. On n'en a pas de data. Okay. De toute façon, vous allez le trouver facilement. Okay. Et c'est vraiment intéressant. Donc, on est quand même au début de cette pratique-là. Ouais. Mais ça, je pense que ça va prendre de l'ampleur vraiment de plus en plus très facilement pour faire les bons choix. Ouais. Mais c'est aussi d'être plus responsable dans tout ce matraquage publicitaire. C'est de ramener au bon sens. Hein? C'est tellement simple, finalement. Si je fais une campagne de pub puis que je m'assure que tout le monde le voit tout le temps, peu importe ce que tu scrolles, ce que tu fais, etc., est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu as vraiment besoin? Puis comme marketeur, tous les marketeurs, même sans avoir l'aspect environnemental, vont te répondre non. Mais non. Puis c'est agressant, puis ça peut même se retourner contre toi. Exactement. Donc, c'est pas bon pour le consommateur, c'est pas bon pour l'entreprise parce que ça coûte plus cher. Tu dépenses de l'argent, en fait, tout ton retour sur investissement est de plus en plus petit. Et c'est évidemment pas bon pour l'environnement. Donc, c'est de revenir à l'utilité, là. Revenir au bon sens et faire des choix plus logiques. Donc, c'est bien, on est rendu là. Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, je pense qu'en pub, souvent, en marketing en général, c'est pas quelque chose auquel tu t'attardes parce que tu le vois pas, tu sais. C'est un peu dans les limbes. Tu sais, je dis toujours, là, la plus belle, entre guillemets, invention marketing, c'est le cloud. Cette idée que le numérique est complètement dématérialisé, alors qu'il est tout sauf dématériel. Il est très matériel. Il n'est pas matériel chez vous, mais il est ailleurs. C'est des câbles qui sont sur les océans, c'est des centres de données qui sont climatisés. C'est très, très matériel, le numérique. Très matériel. Mais ça, tu vois, ça fit beaucoup avec l'humain du pas dans ma cour. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas ton fameux disque dur de quelque chose, il est dans le cloud. Et c'est la même chose avec à peu près tout. On le voit plus, ça n'existe plus. Mais comme je dis souvent, la Terre est ronde. C'est pas parce que tu le vois plus qu'il n'existe plus. Il y a juste un autre endroit. Mais le cloud, c'est ça. Le cloud, c'est pas vrai là, que c'est dans le ciel. C'est des centres de données, comme tu dis. Mais on le voit pas, ça. C'est quelque chose d'intangible. C'est de se responsabiliser. Oui, mais pour ça, il faut le savoir. Oui. Mais c'est de ramener la responsabilité, en fait, de réaliser qu'on a une responsabilité dans tout ce qu'on fait, même si les changements climatiques, je ne les vois pas parce qu'ils sont très loin, même si les câbles, ils sont sur les océans, je ne les vois pas. Trouves-tu qu'on manque de responsabilisation? Écoute, là, c'est un grand sujet. Moi, je pense que c'est la problématique. Dans mon cours de DESS à HEC, j'ai eu la chance de faire le cours de décroissance avec Yves-Marie Abraham. OK. Un des textes qui, moi, m'a vraiment choquée, bouleversée, etc., je manquerais d'adjectifs,
c'est un texte, dans le fond, qui est sur justement la responsabilité. Et le parallèle est fait avec, vous savez, le procès d'Eichmann, qui a été qui était en charge d'Auschwitz pendant la guerre, où lui, dans le fond, quand il a eu son procès en Israël, après la guerre, il disait... C'est pas ma responsabilité. On me disait de faire ce que je faisais. C'est la fameuse métaphore de « je faisais juste chauffer le train ». Non, mais c'est ça, là. Alors, je sais que peut-être pour vos auditeurs, ça peut sembler dur comme parallèle, évidemment, mais c'est que pour lui, il se sentait comme il n'était pas responsable parce qu'il suivait des ordres. Malheureusement, je trouve que dans nos actes de consommation, on ne se responsabilise pas parce qu'on dit « oui, mais… » C'est pas moi. C'est pas moi qui le fais. Oui, le vêtement que j'achète, il est fait dans des conditions sociales terribles à l'autre bout du monde. Mais il est fait en plastique recyclé. Et puis, c'est pas moi qui le fais, c'est pas ma faute. Ça leur donne des jobs. Alors, je pense qu'elle est là, la clé, c'est se ramener à la responsabilité. Réaliser qu'on a une responsabilité dans tous les gestes qu'on fait. Mais on est dans un monde... où l'imputabilité, ça s'effrite, ça fond comme le glacier en ce moment. On dirait qu'on est souvent responsable de pas grand-chose, finalement. C'est plus pratique, hein? Oui, c'est une bonne réflexion. Oui, peut-être, mais en même temps, je trouve que la nouvelle génération est de plus en plus vocale et met de plus en plus ses limites. Tu disais, il y a des employés qui disent non, moi, je veux pas travailler sur ce compte-là. Fait que Oui, les deux existent, là. Ouais. Mais on voit quand même un mouvement de déresponsabilisation. Moi, je fais beaucoup de sensibilisation environnementale. Puis les citoyens, très souvent, c'est eux autres qui l'ont jeté là, dans la forêt, là, la canette de Pepsi. Là, je le sais. Là, c'est juste que je ne l'ai pas sur caméra, mais il n'est pas apparu là, entre deux champignons. Là. Il y a un humain là, qui a fait ça. Mais c'est pas eux autres. Fait que c'est jamais personne, mais c'est assurément quelqu'un. Mais on ne trouve pas. Fait qu'il y a un peu ça aussi. Un peu de pas dans ma cour. C'est pas moi. T'sais. Mais ça va changer. Moi, j'ai foi. Ah, ben moi aussi. J'ai full totalement. Full foi. Full foi? Full foi. Non, mais complètement. Moi aussi. Puis, tu as raison. Je vois, tu sais, exactement ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est que le mouvement vient beaucoup des gens dans les entreprises. Ouais. Nous, les clients qu'on accompagne, des grosses entreprises, ça vient d'une directrice marketing ou d'un designer ou d'un qui est plus convaincu puis qui a réussi à utiliser sa voix pour convaincre et puis pour amener de la formation, qui a fait boule de... Fait que c'est vraiment... Il y a des gens qui prennent ce pouvoir-là de responsabilité et qui transforment ça en quelque chose de vraiment beau, là, de vraiment vertueux. Mais est-ce que c'est épuisant d'être responsable? De se sentir responsable? Est-ce que tu trouves qu'il y a un poids à ça? Parce que tu donnes beaucoup, tu t'impliques. Il y a beaucoup de liberté, en fait. Ouais. Ben dans la responsabilité. Mais complètement. Parce que tu es en contrôle de ce que tu fais. Wow. Ah, j'aime tellement ton idée. Wow. Parce que tu contrôles ce que tu fais, tu agis. Et tu te sens très libre. Quand tu subis... Donc, c'est un vrai pouvoir. Être responsable, c'est avoir un vrai pouvoir. Mais positif. Vraiment. Wow. Ah, c'est full intéressant. Je suis tombée sur le full aujourd'hui. C'est J'ai full. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Je l'avais jamais vu de cette façon-là parce que pour moi, la responsabilité vient avec une lourdeur. Une charge mentale. Toi, tu vois ça avec une charge mentale, alors qu'elle voit ça avec un pouvoir. D'agir. Et puis, honnêtement, vous savez, on a parlé au début là, de ma transition dans ma carrière, là. Je trouve que quand tu fais des bons choix ou quand tu te sens responsable, profondément imparfaite, mais en tout cas, tu essaies de faire quelque chose, t'amènes tellement de positif autour de toi. C'est phénoménal. 100% d'accord. Ouais, phénoménal. 100% d'accord. Il y a quelque chose, les gens viennent à toi, les gens se collent en envie. Moi, chez Masse Critique, là, aujourd'hui, on est tous bénévoles. OK. Oui. Parce qu'on est encore tout petit. Attends, tu fais ça à temps plein, toi, là? Non, moi, j'ai le groupe Écomarque, en fait, sur lequel je fais de la consultation. Donc, vraiment, j'ai fait avancer. C'est ça qui me fait manger. Oui. Et toutes les personnes qui sont impliquées ont aussi des emplois. Évidemment, là, on est à la tournée des chemins. On va vouloir embaucher parce que on commence à atteindre. Mais au début, non. Au début, on n'avait pas un modèle d'affaires. On se ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. C'était pas réfléchi. Donc, on a créé, on pourrait peut-être, il faudrait quand même qu'on commence à faire de l'argent parce qu'on a des frais. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est comme un saut. Absolument. C'est un mouvement. Donc, là où je vois qu'on est rendu 2 ans plus tard, c'est grâce à toutes des personnes qui
ont rajouté leur énergie, mettent leur temps, prennent des week-ends, les soirs, les machins, qui sont sur les appels. Ça me fascine. Ah oui. Puis c'est tellement... Voilà, il y a une énergie Donc, les gens extraordinaire. veulent contribuer. Ben oui, Les gens veulent améliorer leur monde. vraiment. Et Wow. les gens veulent se sentir responsables Et agir. utile. Et adéquat. Ben oui. Moi, je dis tout le temps, un des grands drames de notre société, c'est quand tu te sens pas adéquat. Ah, ben oui. Alors là, ils se sentent adéquats en participant à la grande communauté Puis je de pense que ça masse réduit critique. même l'éco-anxiété, là. Ben oui. Puis les plus récentes études ont été très claires là-dessus qu'une des clés pour régler l'éco-anxiété, c'est de se mettre dans l'action. C'est de sentir qu'on a un pouvoir sur notre destinée. Parce que c'est ça qui nous a un peu éteints. C'est de dire, anyway, on va tous mourir. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Fait que là, tu fais, Le ben là, drame. pourquoi je me mettrais dans l'action? Ouais, ben ouais. Tu sais, alors que quand tu te mets dans l'action, tu te sens mieux. Ben oui, Parce que tu contribues à quelque chose qui est un grand projet plus grand que toi. absolument. Puis d'admettre que c'est ça, on n'est pas tous parfaits, on a quand même nos téléphones et on a quand même... On fait partie de Ben quand oui. Puis même... on prend l'avion, puis on fait bien des affaires. Exactement. Ben oui, Mais voilà, on essaie de faire en sorte que le positif soit plus grand que le négatif. Totalement. Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas, en fait. Vraiment, je sais pas. Il y a une chose que j'ai laissé tomber un peu. Vous savez, on a parlé au début de changer notre statut. Ouais. Il y a une chose aussi que j'ai arrêtée, c'est cette planification-là. Ah, Parce que moi, je trouve que, enfin, moi, je sais pas vos réalités, mais moi, j'ai été enfant, j'avais un plan. Il fallait que j'ai une job, que je fasse telles études, autant d'études, et puis après que j'ai une job, et puis de tel job, il fallait que je grandisse, il fallait que je monte les échelons, puis il fallait que j'achète quelque chose, et puis c'était toujours dans la t'avais un plan, toi, là. planification. Ouais. Puis je trouve qu'on est quand même très, très, très amené à réfléchir comme ça. Et on dirait que le jour où j'ai commencé à me dire, parce qu'en fait, Masse Critique, encore une fois, c'est une occasion, c'est une situation. Puis là, au début, je pense que si on s'était dit, OK, il faut que ce soit 3000 membres dans 2 ans, Ouais. ça nous aurait tellement fait peur que je ne suis même pas sûre qu'on aurait agi autant. Donc, c'est raison. d'arrêter de me donner ces objectifs-là, c'est d'aller. Puis moi, je me dis souvent, là, cette semaine, OK, cette semaine, ça va. Ouais. Ah oui. Ouais, ben en fait, Puis c'est ça. d'avancer, C'est une des puis, clés du bonheur aussi. Tu sais, de dire, tu sais, pour être heureux, c'est de reconnaître et de célébrer les petites choses qui vont bien. Ouais. C'est la somme de ces petites choses-là qui fait que ça va mieux finalement. Ouais. Est-ce que on pose la question à tout le monde, est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Ah oui, je pense que ça va mieux qu'on pense. Pour toutes les raisons dont on a discuté, je pense que les gens ont vraiment envie de faire les bonnes choses. Je pense qu'il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de mauvais pour l'environnement. » je vais détruire ma communauté. C'est ça mon but aujourd'hui. Ouais. Un minion fâché, là. Non, c'est ça, je pense pas. Donc oui, après, est-ce qu'on a tous les outils? Est-ce qu'on a tous... Ça, Oui. c'est là qu'est la clé. Mais ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment une force en mouvement, là. Tu le sens. Moi, je le sens tous les jours. Ben merci, parce que nous autres, on se demande si on est tout seul dans notre monde des fois. On te suit où, Valérie? On me suit sur LinkedIn. En fait, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Et puis, j'ai la chance de faire différentes conférences. Et puis, voilà. Donc, prochain, c'est le sommet communication Oui, c'est quand, marketing ça? impact social. C'est au mois d'octobre. Là, j'ai plus la Je date. sais pas si on va être diffusé ou ça va être déjà passé. On On sait sait pas. pas. On sait Voilà. pas. Donc, On sait pas. bref, Mais on te suit sur Sur LinkedIn. LinkedIn, c'est la meilleure Puis on peut plateforme. aller écouter les webinaires sur YouTube. Les webinaires sur Masse YouTube, Critique. le podcast Masse Critique. Oui. Vous êtes rendu à combien d'épisodes, là? Moi, j'en ai écouté 3, là. On est à 32, je pense. OK. Wow! 32! 32. Avec une qualité moyenne au début, on s'est avance, amélioré on et avance. on va continuer à s'améliorer. Super. Parfait. Hey, merci d'avoir Merci été présente. beaucoup. Mais Mon Dieu, honnêtement, merci à ton vous deux. discours était il était apaisant, je trouvais. Ouais. En fait, je sens ta force tranquille. Oui, vraiment. Qui avance comme ça, tranquillement, sans pousser, en disant embarquer dans la fête. T'as l'air c'est par là super qu'on s'en va. intuitive. Non, mon Dieu. C'est quelque chose que j'essaie d'intégrer dans ma vie, d'être plus dans mon intuition, parce qu'il y a des belles choses qui se passent quand je suis dans mon intuition, mais c'est pas là que la vie nous place. Là. À l'école, c'est comme tu rentres dans le rang puis Ouais. pose-toi pas trop de questions. Là, mais j'ai l'impression que dans l'intuition, il y a aussi il y a beaucoup plus de belles choses qui peuvent se passer, puis tu dégages ça. Ben, écoute, je te remercie. Merci à vous deux pour ce que vous faites. C'est vraiment génial. Ben, merci de contribuer. Au À une plaisir. prochaine fois pour Ça va mieux qu'on pense.